Bonjour et bienvenue pour ce chapitre sur les trucs et astuces de l'Alliance thérapeutique qui va vous fournir des outils pratiques pour que vous puissiez construire une alchimie en fait entre votre contexte psychosocial et le contexte psychosocial du patient dans un contexte psychosocial d'une consultation. Une vidéo en introduction. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't. Try to see things my way, so I have to keep on. Nous, en tant que praticiens, on voit ce qu'il faut fixer, on voit souvent ce que le patient doit modifier. On voit le clou dans sa tête, on a beau le lui dire, pour nous c'est évident, mais lui il ne le voit pas. Il ne le voit pas pour l'instant, et pour l'instant on ne peut pas lui montrer, probablement parce qu'on ne l'a pas assez écouté, et qu'il attend d'être écouté et d'être compris. Comme le dit Bernard Weber, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Et bien, dans une communication thérapeutique, si on se place avec la vision bayésienne du cerveau statisticien, vous savez, je vous remets au codage prédictif si vous avez oublié ce que c'est que le cerveau statisticien, celui qui prédit et qui minimise les erreurs de prédiction par rapport à nos modèles internes pour maximiser une cohérence de perception tout en modifiant constamment nos modèles internes. Dans une relation thérapeutique, cette communication, c'est un processus qui va dépasser les individualités. Parce que votre patient et vous, vous allez aller vers un modèle commun. Mon idée et ton idée deviennent une idée qui émerge et qui n'appartient à aucun d'entre nous. Alors l'article de Friston et Friss, Duo pour un solo, il s'appelle ainsi parce qu'ils ont étudié comment les oiseaux interagissaient quand ils chantent. Il y en a un qui commence, l'autre prend en compte ce qu'il entend, il va modifier son comportement pour produire son chant, et puis ça tourne en boucle parce que l'autre oiseau à son tour va faire la même chose, et on arrive à un duo qui n'appartient à aucun des deux oiseaux, car ils ne forment plus qu'une seule et même mélodie. Et ça, c'est Friston, qui est un mathématicien, qui a modélisé par les mathématiques un peu ce qui se passe dans les deux cerveaux des personnes qui interagissent. Et bien, dans toute communication thérapeutique, deux individus vont se modifier au fur et à mesure pour s'organiser ensemble vers un modèle commun. Ce modèle commun, c'est celui de la représentation de la douleur du patient. Rappelez-vous, dans le modèle du common sense, la représentation du patient qu'il a de sa douleur et qui ne reflète pas la réalité. Réalité que Václavic appelle la réalité de second ordre, c'est-à-dire construit par son cortex préfrontal. Le modèle commun ici sera de comprendre la représentation de la douleur du patient pour l'aider à recadrer cette représentation. Donc il a une représentation par rapport à son modèle interne, il vous l'explique, il agit en fonction, vous comprenez sa représentation en fonction de vos modèles internes que vous allez remodifier, vous modifiez parce qu'il vous a donné sa représentation, vous lui retransmettez une interprétation, votre interprétation de sa représentation, et lui, il va recomprendre son interprétation de sa représentation.
Pour aller donc vers un modèle commun, il va y avoir la nécessité d'un apprentissage perceptuel pour être sûr que les deux individus viennent à partager le même modèle. Et c'est l'objet de ce chapitre sur les trucs et astuces. Il vous donnera des outils pour améliorer votre perception de l'autre et pour faciliter la construction de cette mélodie thérapeutique avec lui. Nous allons aborder deux axes dans le cours, le savoir-être et le savoir-faire. D'abord le savoir-faire. 3 points. On aborde la notion d'entretien semi-dirigé pour en comprendre l'utilité. Ensuite, on va identifier les différentes dimensions importantes de la douleur qui touchent le patient pour qu'il saisisse d'abord que vous le comprenez et surtout que vous ayez accès à une vue globale de la personne qui souffre en face de vous. Et enfin, nous verrons les différentes techniques de communication développées par des psychologues et des psychiatres, et en l'occurrence, on en verra une essentielle qui est l'entretien motivationnel. Alors, en méthodologie de recherche qualitative, il existe plusieurs méthodes pour mener un entretien. Premièrement, l'entretien dirigé. Donc, c'est un entretien où la discussion est non continue, puisqu'elle est dirigée par l'intervieweur, et qui suit un ordre de questions bien précise qu'il a préparé à l'avance. Vous avez mal où, depuis quand, comment, ça pique, ça tire, etc. Ça, c'est ce qu'on fait généralement dans notre cabinet, en fait. On nous a appris à faire des entretiens dirigés. Du coup, on a une information qui est partielle et réduite, qui tourne autour des questions qu'on a posées. Maintenant, ça va vite. Donc, effectivement, sur 45 minutes de consultation, en 15 minutes, on a pu faire tout notre entretien dirigé. Ensuite, il y a l'entretien libre, où là, la discussion serait continue, il n'y a rien qui est préparé, on a du coup des informations qui sont de très bonne qualité, parce que le patient peut dire tout ce qu'il a besoin de dire. Maintenant, ce n'est pas forcément pertinent pour ce qu'on cherche. Et là, ça peut durer beaucoup plus longtemps, et donc ça peut déborder la consultation. Et entre les deux, il y a l'entretien semi-dirigé. Alors, De Kettel et Rogier définissent l'entretien semi-dirigé comme une technique d'enquête qualitative qui permet d'orienter en partie le discours des personnes interrogées autour de différents thèmes définis préalablement. Donc là, on est dans une logique compréhensive qui essaye de saisir vraiment le sens d'un phénomène complexe plutôt que d'en expliquer les causes. Ce qui correspond un peu à l'approche systémique. Alors, dans ce type d'entretien semi-dirigé, généralement, le chercheur il doit se poser la question dans quel but est ma démarche et puis pour collecter quelles données. Est-ce qu'il faut que j'investigue le champ des représentations de la santé et de la maladie dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient? Est-ce qu'il faut que j'explore les conditions d'exercice d'une profession médicale dans un contexte particulier pour concevoir des actions de formation adaptées? En l'occurrence, nous, dans notre consultation, il s'agira d'identifier la perception de la douleur du patient, l'expérience vécue, le sens qu'il donne à sa représentation, afin de mettre en place une stratégie adaptée sur mesure, qui aura du sens pour lui et qui lui permettra de modifier sa présentation. Alors, l'entretien semi-dirigé, c'est une discussion qui est plutôt par thème. C'est pas dans l'ordre, on s'en fout un peu de l'ordre en fait. C'est selon la réactivité de l'interviewé, du patient en fait. Mais il y a besoin de questions de repères qui vont guider. L'avantage, c'est que c'est pas trop long et qu'on a des informations de meilleure qualité et assez pertinentes. Alors, un exemple d'entretien semi-dirigé, c'est l'exemple du guide de questionnement en 9 questions de Kleinman pour obtenir un modèle populaire d'explication de la maladie. Donc c'est un anthropologue et psychiatre qui s'est rendu compte, par ses études, en fait, que le patient ou l'individu cherche à définir toujours la cause de son problème, le moment, le contexte d'apparition, sa physiopathologie et son évolution et son traitement. Donc du coup, il a donné 9 questions qui sont les suivantes. Quel est votre problème? Quel nom lui donnez-vous? Quelles sont les causes de votre problème? Bon, et puis il les déroule, vous pouvez les lire. Et il y en a 9. Alors, je ne vais pas vous proposer le guide précis de Kleinman pour définir un modèle populaire d'explication de la douleur. Je vais vous proposer à la place 2 outils qui permettront de vous construire votre entretien semi-structuré. Un outil que vous puissiez mettre pour vous mettre des points de repère, c'est celui qui couvre plusieurs dimensions, et un autre outil qui est l'entretien motivationnel pour utiliser ces points de repère à bon escient afin de comprendre la représentation et de faire émerger les dimensions importantes. Premier outil, ACT UP, donc c'est Fleur et Turk, qui sont chercheurs en neuropsychologie, ont décrit un acronyme pour pouvoir couvrir plusieurs dimensions de la douleur.
Ça pourrait donc être vos points de repère dans votre entretien semi-dirigé que vous pouvez utiliser. C'est tiré du livre sur une prise en charge de douleurs chroniques. Il est en vente sur l'IASP. Si vous êtes membre de l'IASP, vous avez une ristourne. Et donc, ils ont défini un acronyme qui s'appelle ACT UP. Le A sera pour l'activité. Quelles sont les activités qui sont touchées par la douleur? Vous pouvez utiliser le PSFS, qui est une échelle que l'on peut aussi employer pour quantifier les activités qui sont handicapées par la douleur. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui handicape le patient. Le C, c'est pour coping, alors ça veut dire surmonter en anglais. Quelles sont les stratégies que le patient a mis en place pour faire face au problème? Comment gère-t-il le problème? Comment gère-t-il sa douleur? Le T, ça sera pour identifier les pensées et les croyances, ça veut dire think en anglais. Donc, quelles sont les pensées et les croyances que le patient a de sa douleur? Qu'en pense-t-il? Qu'est-ce qu'il pense qu'il a? Le U, c'est upset, c'est pour contrariété. À quel point est-il inquiet de cette douleur? Donc voilà la question, à quel point ça vous affecte. Et le P, c'est pour l'entourage, people. Donc ça couvre tout l'entourage social. Qu'est-ce qu'en pensent les gens autour de lui, sa famille, ses collègues? Mais surtout, c'est qu'est-ce qu'ils croient qu'on pense de lui. Souvent, vous avez des patients qui ont des douleurs chroniques qui vous diront « J'aimerais bien que ça se voit, ce serait plus simple, parce que là, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils pensent que j'invente ma douleur. » Alors, il y a une autre façon plus complète qui reprend un peu les dimensions de ACT UP, qui est plus longue à investiguer. C'est tiré de l'article d'O'Sullivan sur la thérapie cognitive et fonctionnelle. Et là, sont répertoriés les aspects cognitifs avec les types de questions et certaines réponses que les patients donnent. Donc, vous pouvez prendre un temps, vous faites pause, prenez un temps, vous pouvez faire un contrôle écran pour avoir le tableau. Et puis, vous pourrez le reprendre un peu plus en détail tranquillement, mais en gros, il y a une partie cognitive qui reprend certains points de l'ACT UP. Qu'est-ce que pense le patient? Qu'est-ce qui cause sa douleur? Comment se projette-t-il dans l'avenir? À quel point il est vigilant? On passe par le sentiment d'auto-efficacité, l'impact que ça a dans sa vie, les stratégies de gestion, donc le coping. Et puis la seconde partie couvre un peu tous les aspects émotionnels. Comment réagit-il? L'anxiété, la dépression, la colère, la frustration. Est-ce qu'il est conscient que ces facteurs émotionnels influencent sur sa douleur? Et puis il y a les types de réponses. Donc vous verrez, c'est intéressant. Le type de réponse, c'est dans les facteurs cognitifs, il y a quelque chose d'abîmé, j'ai besoin de protection, j'ai aucune confiance, je ne peux rien faire pour gérer ma douleur. Et puis dans les exemples de réponses émotionnelles, je panique quand j'ai mal, je suis anxieux tout le temps, je suis au fond du trou, ça c'est la dépression. Ma douleur augmente quand je suis stressé, fatigué, anxieux, j'ai peur de me blesser, donc j'ai peur que mon disque explose, qu'il glisse, j'ai aucun contrôle sur ma douleur. Voilà, donc prenez un temps et reprenez toutes ces questions. Le ACT UP couvre bien, donc vous serez relativement complet avec ACT UP, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez reprendre par exemple certaines de ces questions dans votre entretien semi-dirigé. Alors, pour composer avec le patient la mélodie thérapeutique, voici l'outil que j'utilise. Ça s'appelle l'entretien motivationnel. Je vous conseille le bouquin pratique de l'entretien motivationnel, pas le gros. Le bouquin pratique, c'est un petit bouquin, il est court, il est pratique, comme son nom l'indique. Après, il existe des formations pour apprendre à utiliser ces outils, notamment par l'AFDEM. Perso, moi, je pense que le bouquin est déjà pas mal. Alors, l'idée de l'entretien motivationnel, c'est qu'au travers d'une écoute active, on cherche à comprendre l'autre. On cherche à comprendre l'autre. La citation que j'aime bien, que m'a fait découvrir Yannick Bard-Cabusson, c'est celle de Confucius, et qui résume bien en fait l'idée de l'entretien motivationnel, c'est « je ne cherche pas à connaître des réponses, je cherche à comprendre les questions ». Donc comprendre l'autre, c'est comprendre ses pensées, ses positions, sans jugement, sans confrontation, pour le guider et pas chercher à le diriger vers nos réponses à nous. On ne cherche pas à lui montrer le clou. L'entretien motivationnel, ça part du principe que nous sommes tous ambivalents. Et l'ambivalence, c'est une défense qui est naturelle. On la met en place lors de tout processus de changement. Par exemple, je sais que c'est mauvais de boire de l'alcool, mais c'est tellement bon avec les potes à l'apéro que je ne me vois pas arrêter tout de suite. Je sais que fumer, ça provoque le cancer et que je devrais arrêter de fumer, mais en ce moment, je suis trop stressé pour arrêter. Donc vous, thérapeute, quand vous imposez des réponses ou des arguments confrontant à un patient, qui vont le confronter à sa problématique, quand vous lui dites, voilà, il y a le clou,
pour essayer de le faire changer et qu'il retire son clou de sa tête, il utilisera le mais. Il s'appelle de la résistance. Et c'est normal, c'est le fruit de l'interaction avec un thérapeute qui montre la problématique. Donc le but, c'est de l'aider à développer des contradictions entre son comportement, ses valeurs, ses objectifs, entre ce qu'il fait actuellement et ce qu'il aimerait faire, et sans rien forcer. Et on appelle ça, en entretien motivationnel, rouler avec la résistance. On évite d'argumenter pour le changement, on n'impose pas son point de vue, on incite juste le patient à considérer des options nouvelles ou de nouvelles informations. Donc l'EM, l'entretien motivationnel, ça part vraiment du principe qu'on ne dirige pas un patient, on le guide. Et cette notion de guider, c'est une approche qui correspond bien à l'esprit de l'entretien semi-dirigé. Alors pour ça, on a un acronyme. L'acronyme, c'est OUVERT, qui veut dire OU pour question ouverte, V pour valoriser, R, le premier R, c'est reflet, et le deuxième R, c'est résumé. Alors, les questions ouvertes, que vous arrive-t-il? Comment ça se passe pour vous? Comment vous sentez-vous? Le but des questions ouvertes, c'est de laisser un espace assez large de réponse au patient. Il développera vraiment ce qu'il a envie de dire. Ça donne un accès souvent à beaucoup d'informations qui couvrent l'ensemble des dimensions du problème. Si vous posez des questions fermées, vous aurez des réponses oui, non et pas plus. Racontez-moi ce qui vous arrive. Racontez-moi votre histoire. Que vous arrive-t-il? En 98, je suis tombé sur le coccyx et ça a déréglé toute ma colonne. Et là, il va vous dérouler toute son histoire. Et vous aurez toutes les informations sur ses croyances et le contexte. Essayez de faire des questions uniques. Si vous mettez plusieurs questions à la suite, le patient ne répondra qu'à une seule. Et il ne pensera pas aux autres. Et puis, essayez de faire des questions non suggestives, si vous voulez vraiment avoir son avis. Le V de valoriser, c'est de faire en sorte que l'histoire qu'il vous offre est prise en compte et qu'il le sente, qu'il sente que vous reconnaissez la confiance qu'il vous fait de se confier à vous. C'est reconnaître on reconnaît qu'il s'en est sorti comme il pouvait. Quand quelqu'un vous vous raconte toute son histoire, vous ne dites pas vous n'en êtes pas bien sorti. C'est merci de me témoigner tout ça. On voit que vous avez fait du mieux que vous pouviez jusqu'à présent. Et puis après, on verra. On pourra dire maintenant, on voit si on peut faire d'autres trucs de possible. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est de l'interrompre. Soit pour le corriger, par exemple. Quand il va vous dire c'est mon arthrose qui me fait mal, et vous allez avoir envie de vous dire mais non, l'arthrose ça fait pas mal. Ou alors, soit pour le rassurer quand il vous dit qu'il craint par exemple d'avoir une hernie discale, non mais rassurez-vous, ça ressemble pas à une hernie discale. Écoutez ses peurs, écoutez ses craintes, écoutez ses croyances, mais laissez un temps de reconnaissance, laissez un temps de décision de ce que vous allez faire avec les réponses. Et le truc, c'est se retenir. C'est pas de oui mais, vous inquiétez pas. Ça s'appelle en entretien motivationnel un réflexe correcteur. Donc on va éviter le réflexe correcteur. On va juste accueillir et accepter ce qu'il nous dit, ses croyances, ce qu'il ressent. Ensuite, il y a les reflets. Alors les reflets, ça veut dire répéter, reformuler. On peut appeler ça aussi un écho. Je crois que c'est plutôt en hypnose qu'on utilise le terme d'écho. Et donc on reflète le dernier mot, la dernière phrase, et ça se fait sur un ton descendant affirmatif. Donc quand on sent qu'il y a quelque chose d'important pour le patient, on le répète, on le reformule, soit sur le dernier mot ou sur la dernière phrase. Et le truc, c'est vraiment de le faire avec un ton affirmatif et descendant. Donc généralement, le patient, après ça, vous verrez, c'est assez stupéfiant, il rebondit et il ouvre sur un truc qu'il n'aurait pas osé dire. Donc par exemple, le patient va dire « quand j'ai mal, je flippe ». Vous allez faire « dès que la douleur est là, vous flippez ». Et lui va reprendre « ah oui, j'ai peur que ça ne s'arrête jamais ou que mon dos se désagrège ». Et ça, c'est une croyance que vous n'auriez pas forcément eue si vous n'aviez pas fait ce reflet. Ou alors quand quelqu'un n'arrête pas de se plaindre, il voit tout en noir, on peut faire un autre, on peut amplifier un reflet ou pour le faire réagir. Par exemple, quand quelqu'un vous dit « ah, j'en ai marre d'avoir toujours aussi mal, j'en peux plus », vous pouvez vous dire « vous n'en pouvez plus d'avoir aussi mal, vous voulez tout abandonner ». Et là, il va reprendre « ah non, tout de même pas, quand même, si je viens ici, c'est pour trouver des solutions, j'y crois encore ». Voilà, donc ça c'est pour les reflets. Ça donne un point d'appui pour que le patient il accouche de quelque chose de plus important qu'il n'aurait pas forcément dit. Maintenant, il y a les résumés. Alors les résumés, ça permet au patient de voir qu'on l'écoute. Il peut aussi rajouter des trucs qu'il a oubliés, les phrases du genre « donc si j'ai bien compris », et puis vous reprenez un peu tout ce qu'il a dit. Et donc si j'ai bien compris, je reprends un peu pour voir si tout est clair. Et ça, on le fait systématiquement à la fin de l'anamnèse, pour que le patient comprenne qu'on est en phase avec son histoire.
On peut même réinterpréter ce qu'on a compris pour commencer à lui faire prendre conscience de certains trucs contextuels importants. Et on lui demande s'il veut ajouter quelque chose ou bien si on a omis des trucs. Et même si c'est systématique en fin d'anamnèse, c'est bien aussi de le faire régulièrement au cours de l'anamnèse pour recentrer et puis pour se souvenir, parce que souvent on zappe des trucs. Voilà. Donc les résumés, ils font vraiment sentir au patient qu'il est écouté et qu'il est accompagné. Alors un dernier outil pour la route, je vous conseille d'essayer de parsemer dans votre consultation des silences. Quand il parle, de se taire, de le laisser parler, et surtout, quand votre patient vient de dire quelque chose d'important ou qui vous semble important, laissez un silence. Et souvent, on est mal à l'aise avec les silences, on aime bien combler, on aime bien fixer, on aime bien combler les trous pour aider l'autre, pour le rassurer. Rappelez-vous la mélodie thérapeutique, là, cette chanson qu'on construit à deux avec les patients. Et pour étayer un peu cette métaphore, je reprendrai une citation de Miles Davis qui dit « La vraie musique, c'est le silence. Toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. » Quand vous laissez un silence après un truc important, vous laissez au patient la liberté de réfléchir ou d'enchaîner sur son agenda caché, sur son vrai motif de consultation. On a déjà parlé d'éviter le réflexe correcteur, c'est le défaut de tout le monde. Au début de l'anamnèse, on essaye de corriger. Là, c'est laisser du silence. Alors, voici pour info les chiffres d'interruption d'un praticien quand un patient explique sa plainte. Alors là, hop, ils apparaissent. Donc en 84, 18 secondes. En 99, 23 secondes. On s'est amélioré, on le laissait parler un peu plus. Et en 2018, 11 secondes. Alors que le patient, il aura accouché de ce qu'il avait envie de vous dire en moins de 2 minutes. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on se tait. Bien, maintenant je vais vous montrer comment moi j'utilise ces outils, tout mis en place, enfin tout, quand on remet tout. Donc un entretien semi-structuré, et puis on va le mettre un peu en entonnoir. Pourquoi je le mets en entonnoir? C'est pour faire accoucher le patient de ce qu'il a, de ce qu'il croit qu'il a, de ce que ça implique pour lui dans sa vie, et de ce qu'il veut en faire. Alors, moi je commence par une question ouverte. Racontez-moi votre histoire. C'est pas une question, mais c'est... Ou alors, racontez-moi ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi votre histoire, c'est la phrase de Peter O'Sullivan. Vous pouvez dire différent, c'est un genre de question ouverte qui donne la possibilité au patient de raconter depuis le début de comment c'est arrivé. Et ensuite, vous le laissez parler quelques minutes, sans l'interrompre, avec des silences. Notez les éléments importants. Et puis vous pouvez faire un petit premier résumé de ce qu'il vient de dire et de noter les trucs importants. Et puis ensuite vous relancez avec une question ouverte qui couvre les différentes dimensions de l'ACT-UP. Je vous rappelle, quelques questions ouvertes qui relancent et qui cernent si elles n'ont pas été abordées lors de sa première explication. Vous pouvez reprendre certaines questions, soit de ACT-UP, soit de Kleinman, selon vous. Qu'est-ce qui a causé votre douleur? Pour quelle raison votre douleur elle a débuté à ce moment précis? Quel impact votre douleur ça a sur vous en ce moment? Qu'est-ce que vous craignez le plus par rapport à cette douleur? Etc. Et ensuite, on jongle avec des reflets, avec des valorisations, avec des résumés. Et quand il vous semble avoir toutes les informations nécessaires, vous pouvez préciser avec des questions fermées pour écarter les red flags ou pour avoir des précisions cliniques. Finissez par un petit résumé et demandez ses attentes et ses objectifs pour poser le contrat de confiance. Voilà, donc là on a vu le savoir-faire et maintenant je vais vous donner 2-3 trucs sur le savoir-être. Alors c'est toujours délicat de donner des leçons ou des conseils de savoir-être. Alors voilà quelques qualités qui ont été relevées dans la plupart des revues ou des méta-analyses qui montrent combien elles sont importantes dans l'alliance thérapeutique. Le premier, c'est être présent. Être présent, c'est la capacité à être disponible mentalement. Donc c'est pas de téléphone qui sonne, pas se presser quand on est en retard, et essayer de créer une bulle hermétique dans laquelle on éteint tous les facteurs extérieurs qui pourraient nous stresser. Ensuite, être réceptif. Alors, être réceptif, c'est d'avoir une attention focalisée sur le patient et sur les signaux verbaux et non verbaux qu'il dissémine dans son flot de parole. C'est pour ça que les silences sont importants. Donc, on va essayer d'écouter les intonations, ses silences à lui, son visage qui rougit, ses yeux qui brillent, enfin, toutes ces attitudes corporelles, quand il se renferme sur lui, quand il croise ses bras. Voilà, c'est être ouvert et porter un intérêt à ce qu'il dit.
Ensuite, il y a être authentique. Être authentique, c'est être soi-même, sans façade. Pas considérer le patient comme une personne, considérer le patient comme une personne, pas comme un motif de consultation. Voilà. Être authentique, c'est aussi être honnête, transparent et confier ses impressions, confier ses idées sur le traitement, mais aussi nos limites et aussi nos lacunes. Le ton et la manière de communiquer doivent être vraiment clairs. Être authentique, c'est aussi pas hésiter à montrer une partie de notre personnalité. Montrer au patient qu'on n'est pas qu'un soignant, mais aussi un être humain. Ensuite, il y a être impliqué. Alors, être impliqué, c'est s'investir. C'est pas hésiter à montrer qu'on fait de son mieux. Voilà. La force de l'exemple, c'est irremplaçable. Donc, on montre au patient, ça va montrer au patient qu'il doit aussi s'engager à agir. Nous, on y va à fond, on est un coach pour lui aussi, et donc ça va lui montrer qu'il doit s'engager. Ensuite, il y a être bienveillant. Donc, être bienveillant, c'est tout simplement veiller à ce que le patient sente qu'on lui veut du bien. Être empathique, c'est je cherche à comprendre les motivations, les émotions, les croyances, les attentes de mon patient sans jugement. C'est être dans le non-jugement. Il y a une phrase de Peter O'Sullivan que j'aime bien. Peter O'Sullivan dit « Don't be fearful about pain, be respectful about their story ». C'est-à-dire, ne soyez pas peureux par rapport à la douleur du patient, mais soyez respectueux par rapport à leur histoire. Et enfin, le dernier, c'est faire confiance. Ça veut dire quoi faire confiance? Ça veut dire croire ce que nous disent les patients. C'est la base d'un contrat. Si on veut que le patient nous fasse confiance, c'est la même chose en retour. On pourra penser que la confiance est réciproque, et pourtant, les études montrent que les praticiens de santé ont tendance à sous-évaluer la plainte de leurs patients car ils croient qu'ils en font un peu trop. Donc quand il y a un patient qui hurle, qui se plaint, qui n'en peut plus, que vous avez l'impression qu'il en fait trop, eh bien c'est vrai. C'est sa réalité à lui. Et si vous voulez lui faire changer sa perception de sa réalité, il faut commencer par croire à sa réalité. En conclusion, si on reprend le duo pour un solo, je finirai sur une métaphore. La mélodie de Mick Tacker. C'est la mélodie thérapeutique Mick Tacker. Je ne l'ai pas cité au début, j'ai parlé de mélodie, mais en fait c'est une des métaphores que Mick Tacker emploie pour résumer un peu cette notion de deux cerveaux statisticiens qui vont épouser un même modèle et qui se modifient l'un l'autre. C'est qu'on est en train de chanter une chanson qui n'appartient à aucun d'entre nous. Et nous sommes co-créateurs de cette mélodie. Notre individualité se construit uniquement par ce contexte. Et ça, c'est l'alchimie qui existera entre vous et un patient si vous utilisez les bons outils. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.